Merci de nous rejoindre si vous prenez cette émission en cours. Je vous rappelle que nous célébrons sur France 5 la 4e édition de la Nuit des musées. C'est une manifestation gratuite et conviviale jusque tard dans la nuit. Les musées français et européens vous ouvrent leurs portes. Profitez-en. Vous avez été 1 300 000 visiteurs l'année dernière. J'espère que vous serez encore plus nombreux cette année. À cette occasion, nous en profitons pour redécouvrir ensemble de nombreux chefs-d'œuvre exposés dans la capitale. Prochaine étape, le Louvre, avec une œuvre majeure du grand Eugène Delacroix que vous connaissez bien, Édouard Vignaud. On va parler de la mort de Sardanapale, un tableau gigantesque qui avait fait scandale. On va peut-être rappeler le sujet. De quoi s'agit-il ? Delacroix crée son tableau pour le Salon de 1827 et il est inspiré par la littérature anglaise et Lord Byron en particulier, puisqu'il tire son sujet d'un roi légendaire, Assurbanipal, qui a vécu en 700 avant Jésus-Christ. Et c'est ce fameux personnage qui décide de ne pas se rendre à l'ennemi et préfère voir sacrifier tous ses biens les plus précieux, à savoir ses femmes, ses esclaves, jusqu'à ses chiens, ses chevaux, et voir brûler tout son or plutôt que se rendre. Donc on assiste là à une espèce de scène de massacre réglée par le souverain lui-même. Une scène où il y a beaucoup de violence, pour autant on ne voit pas de sang, hein, mais il y a une force dans la violence, dans le trait. Alors ce qui est vraiment incroyable dans ce tableau, c'est que d'abord Eugène Delacroix a tout juste 29 ans, donc c'est un jeune peintre romantique, hein, ami des plus grands de l'époque, dont Victor Hugo. Il crée son deuxième tableau de salon, puisque le premier c'est la Barque de Dante, 5 ans auparavant. Et effectivement, le format est assez impressionnant, hein, pas loin de 5 mètres en largeur, plus de 3 mètres en hauteur. Et il crée une espèce de pyramide dans laquelle tout s'entasse. Et comme vous le disiez très justement, il n'y a pas, malgré tout, une seule goutte de sang, le sang étant symbolisé par le grand dessus de lit du souverain, d'un rouge assez flamboyant, et de tous les accessoires qui peuvent contenir la scène. Alors on peut dire qu'il y a de la violence dans ce tableau, la mort de Sardanapale, il y a aussi beaucoup d'érotisme. Énormément, oui, puisque le tableau est composé de telle manière qu'au premier plan sur la droite, il y a cette femme qui est nue et qui est offerte, lascive, qui est une pose en arrière. Et ce qui est très suggestif et très érotique, c'est le fait qu'elle perde sa petite mule et qu'elle laisse dégager comme ça une cheville et un talon qui suggèrent non seulement une pose lascive, un érotisme, mais qui conduit aussi, compte tenu de la position, vers la fin ultime de cette femme dans des conditions qui seront malgré tout assez sanglantes, puisqu'elle sera égorgée sur les ordres de Sardanapale. Alors Édouard, je vous propose de quitter provisoirement le musée du Quai Branly. On se rend ensemble au musée du Louvre. On va découvrir la mort de Sardanapale d'Eugène Delacroix. Une enquête signée Sam Caro. À tout à l'heure. Musée du Louvre, dans la prestigieuse galerie des peintres français du 19e siècle. Ici, à côté du radeau de la Méduse, signé Géricault, et du célèbre tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Juste en face, une autre toile de Delacroix. Voici La mort de Sardanapale. 3,92 m sur 4,96 m, aujourd'hui chef-d'œuvre du musée du Louvre, ce fut pourtant lors de sa présentation un désastre pour Delacroix. Il connut une destinée mouvementée, incompris, oublié et même dissimulé pendant de longues années. Le tableau évoque la fin tragique d'un souverain perse, Sardanapale. Avant de périr, se voyant assiégé et perdu, il ordonne à ses gardes le massacre de ses concubines et de ses chevaux. Musée Delacroix au cœur de Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Un musée dirigé par Arlette Cérulaz.
s'y trouve une collection d'œuvres et d'objets de l'artiste, parmi lesquels plusieurs fabuleux pastels, études préparatoires à la mort de Sardanapale. L'histoire du tableau commence au salon de 1827. Sa présentation publique provoque immédiatement un énorme scandale. La critique est extrêmement violente, donc c'est le fameux scandale dont on parle dans tous les milieux artistiques, qui est d'ailleurs l'équivalent du scandale de la représentation d'Hernani de Victor Hugo. En peinture, c'est exactement le même déchaînement et le même affrontement entre les deux parties. La critique est violente. La réaction du peintre outré. Voici comment un tableau longtemps maudit devient finalement un chef-d'œuvre. Au XIXe siècle, le salon est une véritable institution. Sébastien Allard nous rappelle l'importance de ces rendez-vous. C'était, en tout cas au XIXe siècle, une manifestation qui avait lieu selon une périodicité qui était variable, mais en général tous les 2 ans. Et les plus grands artistes ou les inconnus exposaient un nombre d'œuvres qui allait croissant jusqu'à plusieurs milliers, 5000 dans les années 1850. Paris étant la capitale mondiale de l'art au XIXe siècle et le salon, la manifestation parisienne la plus importante, des milliers de personnes se présentaient à l'entrée de ce salon carré où je vais vous conduire maintenant et où était exposé le Sardanapale de Delacroix. Le salon carré, aujourd'hui dédié aux primitifs italiens, fut aménagé après l'incendie de 1661 par l'architecte Louis Le Vau. À partir du XVIIIe siècle, c'est la salle qui accueille les salons. Alors évidemment, le cadre est très différent aujourd'hui, même si le volume est le même. Il faut s'imaginer la salle remplie de tableaux sur 4-5 rangs, des tableaux exposés cadre contre cadre, à touche-touche, des centaines de tableaux. Et pour un artiste, c'était extrêmement important d'être présenté au salon, car c'était une des rares possibilités de se faire voir d'éventuels acheteurs. Pour entrer au salon, les artistes étaient soumis à un jury composé sous la Restauration, en partie de membres de l'administration des musées, en partie d'artistes. Et donc se pressait cette foule très abondante dans laquelle l'État, la direction des musées, faisait son marché, achetait les artistes contemporains, dont Delacroix par exemple, mais aussi des collectionneurs privés, beaucoup de banquiers ou de membres de la grande bourgeoisie qui commençaient à constituer des collections qui étaient non plus des collections seulement d'art ancien, mais des collections d'art contemporain. Delacroix a 29 ans. Le jury accepte d'exposer son tableau, mais d'extrême justesse. Je vais vous montrer une toile du peintre M qui donne une bonne idée de ce qu'était le salon dans ces années 1820. C'est une toile qui représente la remise des médailles par le roi Charles X aux artistes au salon de 1824. La mort de Sardanapale au salon suivant, salon 1827, était présentée dans un cadre à peu près identique, avec ici l'ouverture sur la grande galerie. Les artistes ici médaillés par le roi ont le privilège d'être admis d'office au salon suivant. Une véritable institution tout à fait unique en Europe qui permet à la France d'étendre son rayonnement artistique. L'Académie des Beaux-Arts est toute puissante. Delacroix, on voit à chaque salon, pousse la provocation toujours un petit peu plus loin pour voir jusqu'où, au fond, on le suivra. Et en 1827, pour la direction des musées, Sardanapale, c'est trop. Et le comte de Forbin, directeur des musées, renonce à acquérir cette œuvre trop scandaleuse. Aujourd'hui, le scandale paraît absurde. Le Sardanapale est un des chefs-d'œuvre du musée du Louvre,
Mais à l'époque, composition, couleur, style, sujet, tout choque dans ce tableau. Finalement, c'est une œuvre, quand on la regarde pour la première fois, on ne sait pas où poser l'œil d'emblée. L'autre raison, je crois qu'elle est aussi évidente, c'est qu'au premier plan, vous avez déjà une femme qui est en train d'être égorgée. Vous avez le cheval qui arrive, qui est sur la gauche dans l'angle inférieur, dont on ne voit finalement que la tête et l'attitude qui se cabrent, et on se doute bien que le cheval va aussi être massacré. Et finalement, si l'œil va à droite, à gauche, en haut ou en bas de la composition, vous n'avez que des massacres. Le sang ne coule pas, mais il va couler finalement. Et pour l'époque, ça n'est pas admissible. Et puis, c'est cette extraordinaire sensualité de la matière. Et c'est aussi, vraisemblablement, ce qui a fait scandale. Parce que vous avez une façon très, très réaliste et très gourmande, finalement, de travailler le corps de ces femmes. On se dit que Delacroix, avec son pinceau, a dû caresser longuement le corps de ces modèles avant de les transposer sur la toile. La mort de Sardanapale devient le manifeste de la peinture romantique et Delacroix son porte-drapeau. Ce n'est pas son intention et ça va lui coûter cher. Son rival s'appelle Ingres. Il est déjà reconnu comme l'un des très grands artistes de l'époque. À ce même salon de 1827, Ingres présente l'apothéose d'Homère, le parfait exemple de l'art néoclassique, la référence à l'époque. Tout le contraire des audaces de Delacroix. Ingres a choisi un sujet éminemment académique. La figure principale est clairement désignée. Les lignes sont bien définies. La composition est strictement ordonnée. Entre les deux tableaux, il n'y a finalement que des différences. À la fois sur le plan de la composition, sur le plan de la peinture elle-même, de ce qu'on appelle le style. D'un côté, le Sardanapale, c'est une sorte de tourbillon un peu maîtrisé, mais en fait, ce qui frappe au prime abord, ce sont l'amoncellement, la surabondance de personnages, le trésor, les flammes, scènes de massacre. Enfin, on est donc dans le drame total. Et quand on regarde l'apothéose d'Homère, vous avez, en fond, la composition, elle est stabilisée dès le départ par la présence imposante du temple, dont l'architecture, en fait, définit d'emblée la composition. Le salon de 1827 est un échec retentissant pour Delacroix et les critiques, même amis, ne le ménagent pas. Delacroix, cette fois-ci, va trop loin. L'œil ne peut débrouiller une telle confusion de lignes et de couleurs, les règles de l'art ont été violées. Il est temps que Delacroix mette un frein à son imagination, qu'il acquiert du style et de la technique. Cela me coûte, mais Delacroix s'est trompé sur toute la ligne. Je ne veux rien défendre. Des ânes, dit Delacroix des membres du jury dans une lettre qu'il adresse à un de ses amis. 6 mois de travail pour la plus foutue des journées. Un fiasco. Tous des imbéciles. La toile ne trouve pas d'acquéreur. Elle tombe dans l'oubli et reste roulée dans l'atelier du peintre pendant plus de 15 ans. Le coup est rude pour Delacroix. Pendant 5 ans, il est éloigné des commandes de l'État. 1832, le comte de Mornay, chargé d'une mission diplomatique au Maroc, lui propose de l'accompagner. Il accepte sans hésitation.
Nous sommes au département des arts graphiques du Louvre. Arlette Cérulaz est une des rares personnes à pouvoir feuilleter les célèbres carnets de voyage de l'artiste. Les carnets de croquis, c'est vrai que nous y accordons une attention toute particulière parce que c'est un petit peu la quintessence des recherches des artistes. 3 carnets sur les 10 que Delacroix a vraisemblablement emporté avec lui. Le voyage dure 6 mois. Pour Delacroix, c'est un bol d'air et une rupture. Quand on voit la qualité des dessins, et surtout, il faut bien le dire, leur extraordinaire fraîcheur, bon, c'est vrai que c'est un peu miraculeux finalement que ces carnets nous soient parvenus dans cet état. Le séjour au Maroc est une source inépuisable d'inspiration pour Delacroix. Il sera à l'origine de grands chefs-d'œuvre comme Noces juives au Maroc et Les femmes d'Alger. Un véritable renouveau dans la carrière du peintre. Retour à Saint-Germain-des-Prés, au musée Delacroix. 18 ans ont passé depuis la première présentation du Sardanapale. Le peintre a enfin trouvé un acquéreur pour son tableau. Il n'y croyait plus. Avant qu'il ne vende son tableau, il prend la précaution d'en faire une petite version pour lui, qu'il va garder jusqu'à la fin de sa vie, qui se trouve maintenant au musée de Philadelphie. Et sans doute éprouve-t-il ce besoin de garder un souvenir de ce tableau parce qu'en fait, c'est une grande partie de lui-même qui s'en va. Il a la chance de pouvoir vendre ce tableau et il en a besoin. Bon, il ne peut pas garder ce tableau indéfiniment. Et en même temps, il ne peut pas s'en séparer. Donc il fait cette réplique. Et non seulement il fait cette réplique, mais il a vraisemblablement demandé à un de ses amis, le peintre Frédéric Villot, qu'il connaît déjà depuis un certain temps et qui connaît surtout sa manière de peindre. Et Villot, donc, a fait... C'est un petit bijou, en quelque sorte. Voici la copie de Villot qui permet de retrouver au plus près les couleurs utilisées par Delacroix. Ce n'est pas la fougue de l'original, ce n'est pas non plus sa dextérité, mais c'est un précieux témoignage. John Wilson, l'acquéreur du tableau, est un riche collectionneur, mais quand il l'achète, le tableau a besoin d'une restauration. Wilson, il va pouvoir enfin récupérer son tableau, mais probablement que pour Delacroix, c'est comme si finalement la porte sur sa jeunesse romantique se ferme une bonne fois pour toutes. Dernière étape avant la livraison. Delacroix doit faire restaurer son tableau dont le vernis s'est dégradé. Bonjour Sophie. Bonjour. Véronique Sorano-Stedman est restauratrice. Elle a fait partie de l'équipe qui a récemment travaillé sur un grand chef-d'œuvre du peintre, le plafond de la galerie d'Apollon au musée du Louvre. Aujourd'hui, dans son atelier, elle doit dévernir une toile, un portrait de dame signé Désiré Lubin, qui provient du musée de Pithiviers. La problématique est similaire. Le vernis altère l'œuvre et il vieillit mal. Le retirer permet de restituer les couleurs d'origine et de retrouver le relief qui fait toute la subtilité du tableau. Delacroix a fait un usage systématique du vernis. Pour lui, c'était une façon de protéger et d'unifier les couleurs. Inconvénients avec le temps, apparaissent moisissures, jaunissements et craquelures.
voyez, ça, ce sont des vernis de l'époque de Delacroix. Hein, donc ici, c'est un vernis mastic. Là, on a un vernis d'Amar. Et voyez, vous pouvez voir la couleur très prononcée du vernis. Forcément, on a toujours une altération de la couleur et ça explique la nécessité de l'enlever. Actuellement, on a des vernis qui ne jaunissent pas. Vous voyez, ça, par exemple, c'est typique de ce qui pouvait arriver sur un tableau de Delacroix. C'est des craquelures. Il y a deux types de craquelures dans la peinture. Il y a les craquelures qui sont un peu comme nos rides, c'est-à-dire une réponse de la matière à un jeu de la toile, mais ça apparaît comme nos rides avec l'âge. Et puis, il y a ce phénomène qui apparaît très très vite quand la couche qui est en surface sèche avant la couche sous-jacente. Imaginez ça à l'échelle de toute une zone sombre, donc l'effet des plans est perdu. On comprend pourquoi Delacroix, du coup, a fait supprimer ces couches quand elles se craquelaient. Il faut un expert pour toucher au sardanapale. Étienne Haraud, ami fidèle et marchand de couleurs de Delacroix. C'est lui qui restaure le tableau. Après la mort de John Wilson, bon, le tableau va continuer à bouger. Et il va sortir de France, il va être exposé notamment à Londres, il va être exposé à Copenhague. Il passe de main en main, finalement, chez des collectionneurs, passe aussi par l'intermédiaire de marchands. Et finalement, celui qui va être l'avant-dernier propriétaire du tableau, eh bien, c'est celui précisément qui, à plusieurs reprises, l'a restauré, l'a consolidé. C'est Haraud, qui aura ce tableau qui, vraisemblablement, devait pour lui être une possession particulièrement émouvante. Mais le tableau ne va pas rester chez Haraud. Après la mort d'Haraud, il est vendu. Et il appartient à ce moment-là au baron Vita, qui est un collectionneur, un mécène. Et Vita, donc, va le vendre au Louvre en 1921. Le Louvre, ce sera la consécration pour le sardanapale. Mais auparavant, du vivant de Delacroix, le tableau tant décrié aura connu son premier succès public. 1861, 2 ans avant la mort du peintre, 26 boulevard des Italiens. La famille Wilson prête le sardanapale pour une exposition dans ce qui était alors la galerie Martinet. Le tableau, auquel Delacroix ne fait plus référence depuis tant d'années, est enfin redécouvert. Parmi les visiteurs, un certain Charles Baudelaire. Direction la Bibliothèque nationale où nous rejoignons Anne Larue. Donc en 1861, quand Baudelaire redécouvre le sardanapale de Delacroix à l'occasion de la galerie Martinet, il éprouve comme une espèce de bouffée du passé romantique, de cette passion véritable qu'il a partagée avec Delacroix dans les grandes années romantiques. Delacroix était alors vraiment, pour Baudelaire, le chef de file, le porte-drapeau de l'école nouvelle. Et c'est le sardanapale qui, brusquement, meut chez Baudelaire cette très grande émotion, ce retour vers les belles années romantiques. Alors je crois que Baudelaire est étonné de voir comment cette personnalité très réservée et très obsessionnelle peut, j'ai envie de dire, dans la peinture, lâcher un tel feu. Enfin, le sardanapale, par exemple. Ce tableau, où une espèce de rêve fou et puis d'un érotisme bouleversant. Enfin, tout le monde, tous les enfants croient que le sardanapale, c'est la dame sur le devant, la dame qui est en train de se faire poignarder. Non, c'est pas elle, c'est le monsieur derrière. Mais cette dame qui se fait poignarder, c'est quand même quelque chose qui ne peut que fasciner Baudelaire, le rêve romantique. Mais il est étonné que ce soit un type comme Delacroix qui ait fait ça. Il n'arrive pas à comprendre comment un homme aussi froid, aussi réservé, aussi distant peut être l'auteur d'un tableau aussi magnifique. Il adore l'œuvre et il ne comprend pas l'homme. À la Bibliothèque nationale se trouve l'édition originale de la revue anecdotique, revue de critique d'art. Baudelaire y livre un texte désormais célèbre, consacré au sardanapale. Bien des fois, mes rêves se sont remplis des formes magnifiques qui s'agitent dans ce vaste tableau, merveilleux lui-même comme un rêve. Le sardanapale revu, c'est la jeunesse retrouvée. Enfin, une critique dithyrambique. Département des arts graphiques. À la mort de Delacroix, en 1863, on découvre dans son atelier un nombre impressionnant de dessins, parmi lesquels des études du sardanapale. Donc dans cette boîte,
il y a les quelques dessins pour la composition du sardanapale. En fait, il y en a très très peu. Il y en a 5 qu'on peut rattacher vraiment directement à la composition, mais qui sont des études fragmentaires en fait. La plus spectaculaire, la plus audacieuse, c'est celle où il y a d'un côté, dans la partie haute, la tête très très travaillée de Sardanapale avec ce regard très sombre et ces yeux sur lesquels l'artiste est revenu en quelques traits de plume. Et puis tout autour, ces figures qui ne sont finalement qu'à l'état d'ébauche, mais où l'artiste travaille notamment sur la torsion qu'il va imposer au corps de ces femmes qui sont sur le point d'être égorgées. Lorsque les visiteurs et la critique vont découvrir, après sa mort, des milliers de dessins qui vont être dispersés aux enchères, la stupéfaction a été absolument totale. Et ça a d'ailleurs engendré un merveilleux tohu-bohu, une presse. Enfin, les commentaires de l'époque disent que tout le monde s'est bousculé pour voir ces feuilles de papier, ces quelques traits qui révélaient finalement toute la grande habileté et même, je crois qu'on peut vraiment le dire, le génie de l'artiste. L'œuvre scandaleuse est désormais admise au rang des chefs-d'œuvre. Longtemps pourtant, Delacroix fut accusé de ne pas savoir dessiner. Voilà, nous sommes de retour au musée du Quai Branly. Vous savez tout à présent sur la mort de Sardanapale d'Eugène Delacroix. C'est un tableau sur lequel vous avez travaillé, Édouard Vignaud, notamment ce petit personnage qui est situé au-dessus de Sardanapale. De qui s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une jeune esclave dénommée Aïché. Et ce personnage est tout à fait intéressant puisqu'il démontre d'une certaine manière que même étant le grand génie de la peinture que nous connaissons, Eugène Delacroix, lors de l'élaboration de ce tableau, il est allé sans doute voler, entre guillemets, cette idée à un de ses amis qui s'appelait Hippolyte Potterlé. Alors Potterlé, il l'avait rencontré au Louvre quand il avait 18 ans. Ils se sont très vite entendus, ils copiaient chacun des tableaux du Louvre. Et lorsque Delacroix décide de travailler sur le Sardanapale, il échafaude évidemment des esquisses, des dessins, mais à aucun moment ce personnage n'apparaît. Alors que chez Potterlé, ce dessin existe avec le personnage d'Aïché et une petite esquisse tout à fait intéressante qui était encore dans la collection d'un des descendants de Cournot, ami de Delacroix et Potterlé, a été, créée et donc réutilisé finalement par Delacroix lui-même. Alors on a parlé tout à l'heure de la mort de Sardanapale qui avait fait scandale en son temps. On va parler d'une autre œuvre, 20 ans plus tard, qui elle aussi a été jugée très sulfureuse par ses contemporains. Il s'agit d'une sculpture qui est exposée au musée d'Orsay. Il s'agit de la femme piquée par un serpent. Oui, alors c'est une œuvre effectivement qui fit scandale parce que Clessinger a utilisé, bien qu'il se s'en soit défendu assez ouvertement lors de l'exposition de Salon 1845, a utilisé le moulage sur le corps de son modèle qui était Apollonie Sabatier, qui fut la maîtresse entre autres de Baudelaire et dit-on aussi du sculpteur lui-même. Et le scandale vient effectivement que les formes là sont directement liées à un corps vivant, palpitant, dont on connaît finalement l'identité, bien que la pose a fait en sorte que le visage n'apparaisse pas sous les traits naturels de Madame Sabatier, bien qu'elle apparaîtra sous les traits d'un buste qui sera présent également à l'exposition. La sculpture, elle, reste d'une certaine manière neutre, garde un pseudo-anonymat, mais ce scandale vient effectivement, c'est que les formes étaient celles qu'on pouvait effectivement admirer. Et puis il y a aussi beaucoup d'érotisme. On se dit que cette femme ne souffre pas beaucoup parce qu'elle a été piquée par un serpent. On a l'impression qu'elle se tord plutôt de plaisir, non ? Je crois qu'effectivement, c'est plutôt ça. Je ne pense pas que la piqûre d'un serpent ou tout autre animal pourrait provoquer cette forme alanguie, extatique, qui nous montre finalement un esthétisme de la nudité sous un jour plutôt
plutôt coquin. Plutôt coquin. Eh bien, vous allez découvrir cette œuvre avec nous ce soir sur France 5. Auguste Clésinger, La femme piquée par un serpent. C'est au musée d'Orsay que vous allez la découvrir. Et grâce à ce documentaire de Laurence Thiriat. Paris, 9e arrondissement. Au milieu du 19e siècle, une partie de ce quartier est connue sous le nom de Nouvelle-Athènes. Un lieu à la mode où vivaient des artistes, des écrivains, mais aussi certaines femmes. On les appelle des demi-mondaines. Parmi elles, une personne d'exception va se distinguer par sa beauté et son charisme, Aglaé Savatier. En 1847, elle va, bien involontairement, participer à l'un des plus importants scandales artistiques et mondains de cette période. Direction le musée d'Orsay. C'est là que se trouve aujourd'hui l'objet du délit. Dès l'entrée dans la grande nef, on découvre cette sculpture pour laquelle Aglaé va servir de modèle. Elle s'offre d'emblée aux yeux du public et à ceux d'Édouard Papet, conservateur au musée. Il s'agit de La femme piquée par un serpent, un marbre exposé au salon de 1847 par le sculpteur Clésinger, qui représente une femme nue offerte sur un lit de fleurs, au corps généreux, qui se tord apparemment au bord de la mort sous la piqûre d'un serpent, d'où le titre, mais qui se tord plutôt de plaisir, comme n'ont pas manqué de le remarquer les contemporains au moment de l'exposition du marbre. Un corps généreux, une chevelure dénouée, une main crispée sur la chevelure, toutes les formes du plaisir, et tout cela a évidemment fait l'objet d'un très grand scandale au salon en 1847. Au-delà de l'aspect érotique, cette œuvre va rompre avec les canons esthétiques de l'époque. On admirait jusque-là les sculptures à l'antique et leur caractère idéalisé. Avec La femme piquée et le réalisme qui s'en dégage, ce marbre va marquer une véritable rupture dans l'histoire de la sculpture. Le parfum de scandale, le réalisme de la représentation, la polémique esthétique, le personnage de Madame Sabatier, indissociable de ce marbre, vont faire de cette sculpture un des jalons importants de la sculpture française du XIXe siècle. Le salon du Palais du Louvre où elle est exposée, au XIXe siècle, une grande manifestation qui rassemble chaque année des milliers de visiteurs. Une référence pour le milieu artistique. On se bouscule pour y exposer. C'est une institution qui, depuis le XVIIIe siècle, se passe chaque printemps dans le Salon Carré, ici au Palais du Louvre, et qui permet aux peintres et aux sculpteurs d'exposer publiquement le fruit de leurs travaux. Le salon est le lieu à Paris pour les artistes où se font et se défont les réputations. C'est d'autant plus important pour les sculpteurs que la réalisation d'une sculpture est un travail lent et coûteux. Ça va leur permettre d'obtenir des commandes privées ou publiques. En 1847, avec sa femme piquée par un serpent, Auguste Clésinger va faire les gorges chaudes de ce salon. Afin de comprendre tous les éléments de cette affaire, retour au début des années 1840. Nous sommes sur l'île Saint-Louis à Paris. À l'époque, un endroit bien différent de celui d'aujourd'hui. À partir du milieu des années 1840, l'île Saint-Louis devient un endroit à part dans Paris. Elle va devenir une véritable colonie d'artistes dans laquelle vont s'installer des peintres, des sculpteurs, des écrivains. Va aussi entrer en jeu exactement à ce moment-là un peintre de moindre renom, Fernand Boissard, qui va jouer un rôle vraiment très important dans la vie de Madame Sabatier. Et c'est là, sur les bords de Seine, au 9 quai d'Anjou, dans cet hôtel particulier du XVIIe siècle, que la fine fleur intellectuelle se retrouve. Nous sommes dans les salons de l'hôtel de Lauzun, qui s'appelait alors Pimodan.
dans lequel s'installe Fernand Boissard en 1845. Boissard va y recevoir des invités d'un cercle restreint, des gens comme Delacroix, Daumier, mais également Baudelaire, qui habite lui-même pendant quelque temps sous les combles de cette maison. Boissard va y organiser ce que Théophile Gautier décrit dans une de ses nouvelles, le club des hachichins, des fantasias, c'est-à-dire des soirées de consommation de hashish non sous forme de fumerie, mais sous forme de confiture. Au milieu de ce monde très masculin, les quelques femmes conviées se devaient d'être belles et spirituelles. Madame Sabatier était de ces soirées. Aglaé Sabatier s'installe avec sa famille à Paris et à partir de 1837 fait ses débuts à l'opéra. Elle va être remarquée par le comte de Pourtalès, un riche banquier et très célèbre collectionneur de l'époque, dont elle va devenir la maîtresse. C'est une jeune fille d'une beauté assez exceptionnelle, tous les témoignages de l'époque s'accordent, mais elle va quitter son riche protecteur pour un chanteur, Dérivis, qui était également célèbre à l'époque, et donc elle va abandonner ce confort qui pouvait s'ouvrir à elle pour une passion amoureuse. Et on a sans doute là tout le caractère d'Aglaé Sabatier, qui est une femme très indépendante d'esprit, une femme qui est non seulement belle, mais dont très vite la conversation va être également remarquée par ses amis artistes. Un homme assiste également à ces salons. Alfred Musselman, un riche industriel belge, grand amateur d'art. Il va très vite tomber sous le charme de la jeune femme et devenir son amant. Alfred Musselman et Madame Sabatier se rencontrent à la fin de 1845, vraisemblablement ici, lors d'une soirée chez Boissard, à l'hôtel Pimaudan, mais peut-être plus simplement lors d'une visite d'atelier que tous deux fréquentaient assidûment et régulièrement. C'est une liaison qui va durer plus de 20 ans. Alfred Musselman installe sa maîtresse dans le quartier de la Nouvelle Athènes. Thierry Sabatier, l'arrière-petit-neveu d'Aglaé, nous conduit sur ses traces. Eh bien, nous nous trouvons rue Frochot, où au numéro 4, dans cet immeuble qui abrite aujourd'hui un hôtel, habitait Madame Sabatier. Son appartement était situé au 2e étage. Alors, il s'agissait d'un appartement de cette pièce, décorée avec beaucoup de goût, mais sans le luxe ostentatoire qu'on trouve chez beaucoup de courtisanes de l'époque. Et c'est à partir du moment où elle a habité cet immeuble qu'elle a changé d'identité. Elle s'appelait Aglaé Joséphine Sabatier, elle devient Apollonie Sabatier. Alors pourquoi? Eh bien, tout d'abord, Sabatier, c'était un nom qui, à l'époque, avait une connotation plutôt péjorative, puisque c'est ainsi qu'on appelait les truands qui pratiquaient l'art de la savate, ancêtre de la boxe française. Et puis, elle détestait son prénom d'état civil, Aglaé Joséphine, et c'est une fois de plus l'écrivain Théophile Gautier, qui était un ami très proche, un ami de jeunesse, qui a décidé de la rebaptiser. Alors, effectivement, Apollonie par les références à l'antique, par l'esthétique. Il avait d'ailleurs eu une phrase étonnante qu'il lui avait dite. Il lui avait dit « Un vilain nom sur une jolie femme produit l'effet d'une limace sur une rose ». C'est un très étrange compliment. Dans son appartement, Madame Sabatier, désormais libérée du besoin d'argent, organise des dîners. Le tout Paris artistique s'y retrouve. Parmi les invités, son fidèle ami Théophile Gautier, le peintre Gustave Ricard, l'écrivain Gustave Flaubert, sans oublier Charles Baudelaire. Ils vont d'ailleurs les lire Madame la Présidente. Dans ces dîners, on pouvait à la fois parler d'art, de littérature, des conversations tout à fait élevées. On pouvait tout aussi bien parler de grivoiserie, tenir des propos rabelaisiens parce qu'elle n'avait pas les oreilles chastes et elle voulait le confort de ses amis. Et comme on dînait très tôt, à partir de 18h, eh bien, ça laissait toute la soirée pour organiser un certain nombre de distractions. On peut lire dans l'éducation sentimentale la scène du bal costumé que Gustave Flaubert a écrite. Il s'est directement inspiré de ce qui se passait chez Madame Sabatier pour écrire sa scène.
Apollonie devient la muse de tous ces artistes, et particulièrement de Baudelaire. Elle a inspiré 11 poèmes des Fleurs du Mal. Entre les deux, on parle même d'une liaison amoureuse. À la très chère, à la très belle, qui remplit mon cœur de clarté, à l'ange, à l'idole immortelle, salut en l'immortalité. À quelques mètres de chez Madame Sabatier vit justement le sculpteur Auguste Clessinger. Jean-Baptiste Clessinger est un sculpteur franc-comtois qui s'installe à Paris dans les années 1840 et plus précisément à la fin de l'année 1844, ici au 2 de la rue Dupéré, qui s'appelle alors la rue Victor-Lemaire, dans un immeuble qui n'existe plus aujourd'hui. Il a été l'élève de David d'Angers et il a commencé à exposer régulièrement au salon au cours des années 1840, mais sans pour autant connaître une réelle célébrité. Clessinger avait un caractère peu commode, mais néanmoins son art, qui oscillait entre l'académisme et une version du romantisme, fut considéré par un auteur comme Baudelaire comme quelqu'un qui avait la sculpture dans le ventre. Et c'est dans l'atelier de Clessinger que La femme piquée par un serpent va prendre naissance sur demande expresse de Mosselmann, l'amant de Madame Sabatier. La femme piquée par un serpent va être la chance de Clessinger. La chance via une commande, non une commande de l'État d'un plâtre au salon par exemple, mais une commande privée exceptionnelle, celle de Mosselmann, qui va vouloir pérenniser les belles formes de sa maîtresse. Alors pourquoi Clessinger? Sans doute en raison de la proximité géographique de son atelier avec l'appartement de la rue Frochot où Apollonie s'installe à la fin de l'année 1846, mais également en raison de la proximité avec l'atelier de deux amis d'Apollonie, les peintres Ricard et Jalabert, qui ont également leur atelier rue Dupéré. Par ailleurs, au même moment, circule le bruit, sans doute infondé, qu'elle était la maîtresse de Clessinger. Pour réaliser sa sculpture, Clessinger a recours à la technique du moulage sur nature, une pratique encore utilisée aujourd'hui. Un sculpteur parisien a accepté de la reproduire pour nous. Édouard Papet a rendez-vous ce matin chez Pétrus. Bonjour, je suis très heureux. Bon, c'est le grand jour. Ah, c'est le grand jour, hein. Le grand jour également pour Fanny, la jeune fille qui va servir de modèle, comme ce fut le cas pour Apollonie Sabatier. Alors on va la mettre comme ça, c'est à peu près la bonne chose. Ça va? Je ne souffre pas. Je vais la caler ici. Pétrus reprend les gestes d'autrefois. Il enduit d'abord le corps d'une matière grasse afin de mieux retirer le plâtre dans l'étape finale. On a tous du duvet sur le corps. Sans crème, je l'épile complètement. Et là, elle fait la tête. Vient ensuite le mélange, du plâtre en poudre et de l'eau. Le tout, c'est de prendre une cuillère et de commencer. Et où la respiration, la fêlure? Parce que ça respire, ce petit corps-là. Pour maintenir le tout, Pétrus place un morceau de bois sur le plâtre. Ensuite, il a son petit secret de sculpteur et une pointe d'humour. Ça, c'est mon dernier modèle, c'est une blonde. On s'est fâché, j'ai gardé ses cheveux. Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est de la filasse, oui. C'est du chanvre. Alors ça, c'est vieux comme le monde, hein. Oui, beaucoup de plâtres du 19e siècle présentent des armatures en bois avec de la filasse. La filasse, ça fait un plâtre armé. Le plâtre est armé, là. Ce moulage va demander à Pétrus 2 heures de travail, temps de pause compris. Et vous allez ôter le plâtre comment?
Première chose à faire, avant d'enlever le plâtre, si vous voulez, c'est d'appuyer sur la peau pour laisser passer l'air. Voilà, là l'air va entrer en dessous. Ça fait mal? Ça tire, hein? C'est normal. T'es prête? Tu ne bouges pas. Et voilà, fini. Voyez-vous toutes les fêlures? C'est très impressionnant. Chaque partie du corps sera ainsi moulée. Reste à rassembler le puzzle. On a une empreinte en creux. Bon, maintenant, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de finir le corps par d'autres morceaux. On met tous les morceaux côte à côte, bien numérotés, pour reformer la sculpture. Mais la sculpture en creux. Et dedans, on peut couler du plâtre. D'accord? Le plâtre en séchant, vous aurez votre sculpture en relief. L'autre méthode, on prend du plâtre, on en met sur 1 cm d'épaisseur, d'accord? On fait ce qu'on appelle un estampage. Et là, votre sculpture sera plus légère, 1 cm d'épaisseur, et après on rajoute tous les morceaux. À ce stade, une énigme demeure, la position très cambrée de Madame Sabatier. Réelle ou volontairement exagérée par son auteur pour accentuer l'idée du plaisir. Pétrus a son hypothèse. Là, vous avez un sein, une fesse et un bassin. Non. Ça a été fait par morceaux sur le modèle. D'accord? Après, le sculpteur, si vous voulez, il la cambre comme il veut. Pour découvrir la suite de l'opération, nous partons à une centaine de kilomètres de Paris. Nous sommes à Provins, dans un endroit sous haute surveillance, la réserve de la Cité de l'Architecture et du Musée des Monuments Français. Donc voici sans doute un des plus beaux moulages sur nature de la première moitié du 19e siècle. C'est un moulage qui a été réalisé par Adolphe Victor Geoffroy de Chaume dans les années 1840, donc exactement contemporain du moulage d'Apollonie Sabatier pour la préparation de la femme piquée par un serpent. Merci, monsieur. Geoffroy de Chaume était sans doute un des mouleurs sur nature les plus compétents, les plus talentueux, les plus subtils. Donc une fois le moulage effectué, l'artiste va s'en servir comme base pour la sculpture. Et c'est à partir de ce modèle en plâtre qu'on va faire tailler le marbre avec les instruments appropriés, un compas et un système de marquage sur le plâtre qui va permettre de reporter exactement les volumes sur le marbre. Retour au musée d'Orsay. La femme piquée par un serpent. Une sorte de copier-coller du plâtre au marbre. Clessinger s'en défend, mais à y regarder de plus près, l'évidence s'impose. Les détails qui vont immédiatement attirer l'attention de la critique, ce sont les détails qui évidemment ont été retranscrits parfaitement dans le plâtre et ensuite dans le marbre, comme la cellulite que l'on peut constater sur le postérieur de la belle Madame Sabatier, mais également l'écartement des seins, le ventre bombé, toutes ces parties du corps qui témoignent effectivement d'un réalisme qui ne pouvait être issu que d'un moulage sur nature. Si Madame Sabatier a bien voulu être moulée, un détail, et pas des moindres, ne sera jamais restitué. Le visage de la sculpture est traité de manière beaucoup plus froide, quasiment de manière plus anecdotique. Et c'est sans doute le résultat d'une négociation entre le sculpteur, le commanditaire et le modèle, qui voulait bien que son corps soit exposé au public, mais qui souhaitait conserver néanmoins l'anonymat en ne présentant pas son propre visage dans cette sculpture. Un anonymat tout relatif. Au même salon de 1847, Clessinger expose ce buste, également au musée d'Orsay.
c'est celui de Madame Sabatier. L'identité de la sculpture est ainsi dévoilée. Une demi-mondaine comme modèle, le scandale devient à la fois public et esthétique. Les pour, les contre vont s'affronter à coups d'articles interposés. Théophile Gautier, ami intime d'Apollonie et de Mosselmann, encense Clesinger. Il parle d'un sculpteur audacieux, d'une œuvre qui fait palpiter les regards. Au-delà de son lien de parenté avec Apollonie, Thierry Sabatier est un passionné de la littérature et de l'art du XIXe siècle. Parmi les critiques cinglantes, un homme, Gustave Planche, va lui décrier la sculpture. Gustave Planche publie un article très virulent dans la Revue des Deux Mondes dans lequel il explique qu'il s'agit d'un moulage. Et Clesinger réagit de manière très violente parce que c'est la première fois qu'il expose au salon une statue de cette importance, il a besoin de se faire un nom et pour lui il est hors de question de se trouver mis en accusation de cette manière. Donc la réponse de Clesinger est très simple, il provoque Gustave Planche en duel. Alors Gustave Planche, vous savez, c'est quelqu'un qui n'est pas très courageux, qui est extrêmement myope et qui sait très bien qu'il aura du mal à résister au sabre de Clesinger qui avait terminé son service militaire dans les cuirassiers peu de temps auparavant. Donc il se rétracte. Alors il republie un article disant qu'il n'y avait pas eu moulage, alors que nous savons aujourd'hui que c'était tout à fait vrai. Clesinger, avide de notoriété, va donc gagner son pari. Direction le sud de la France, à Avignon. Au musée Calvet, Édouard Papet nous fait découvrir une version encore plus suggestive de Clesinger, réalisée à la fin de sa vie, dans les années 1870. Donc c'est ici qu'est conservée une deuxième version très spectaculaire de La femme piquée par un serpent de Clesinger, un plâtre qui présente par rapport au marbre du musée d'Orsay des différences notables. Les différences notables tout d'abord par la présence de ce serpent de taille imposante qui s'enroule autour du corps de la jeune femme et qui n'est plus le petit serpent symbolique, le bracelet autour du poignet. Les différences notables également dans le positionnement de la tête, par rapport au corps. Si le ventre, par exemple, est quasiment identique, ainsi que les plis du creux de la hanche, l'écartement des seins n'est plus le même et on n'observe plus la présence de la cellulite à l'arrière sur le postérieur. Avec l'œuvre d'Avignon, la Bacchante exposée aujourd'hui au Petit Palais à Paris et la sculpture du musée d'Orsay, Clesinger va sacrifier sa créativité à la célébrité. Il va être pris au piège de cette célébrité puisque des années durant, pendant toute sa carrière, il va reproduire avec des variations cette figure féminine offerte ainsi au regard du public et peut-être devenir le sculpteur d'une seule œuvre. En 1863, Alfred Mosselmann vend sa collection. Différents amateurs d'art vont acheter la sculpture. En 1931, elle sera finalement acquise par les musées nationaux et conservée au Louvre. Le début d'un long anonymat raconté par Anne Pinjot, conservateur général. Alors la statue a réussi à rentrer dans les collections, mais alors là, on ne montre pas. On ne montre pas parce que le 19e n'est pas montré au Louvre. On ne va montrer le 19e siècle en sculpture au Louvre que lorsqu'on récupérera le pavillon de Flore. Et la femme piquée, moi je l'ai rencontrée pour la première fois quand j'étais toute jeune conservateur au musée du Louvre, dans les caves de ce pavillon de Flore. Elle était là un peu abandonnée, souffrant 1000 sévices parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sécurité dans cet endroit-là et il n'était pas question de la présenter. Voilà pourquoi, quand on a préparé le musée d'Orsay, on dit cette œuvre essentielle, nous allons la mettre en valeur parce que elle apporte quelque chose de nouveau. Vous savez, l'artiste, c'est celui qui va nous donner quelque chose de plus, qui va créer quelque chose qui n'existe pas encore. Et là, Clesinger, il a créé tout d'un coup ce regard sur la vérité. Apollonie sera enterrée à Neuilly, à côté de Paris, où elle réside à la fin de sa vie.
Une femme qui va rayonner sur son siècle, à la fois par sa beauté et son indépendance d'esprit. Elle va disparaître sans bruit, mais laisse derrière elle une œuvre majeure de la sculpture du XIXe siècle. Voilà, c'était l'histoire de la femme piquée par un serpent d'Auguste Clésinger. Je me demandais en voyant ce documentaire à Édouard Vignaud s'il n'y avait pas une correspondance entre la posture de cette femme et l'héroïne d'Eugène Delacroix dans La mort de Sardanapale. Est-ce que c'est l'heure tardive qui me fait divaguer? Non, loin de là. Au contraire, c'est une réflexion que je me suis faite, bien entendu, parce que la pose du premier plan du Sardanapale, effectivement, est très proche d'une certaine manière de celle d'Apollonie Sabatier. Et ce qui est effectivement curieux, c'est que connaissant les liens qu'avaient Apollonie et Baudelaire, Charles Baudelaire qui fut son amant, et Baudelaire lui-même étant un admirateur de Delacroix et particulièrement du Sardanapale, puisqu'il avait écrit à ce sujet que c'était un lac de sang, il ne serait pas totalement farfelu de penser que la pose aurait été suggérée par Baudelaire sur la reprise, effectivement, du tableau. Tout coïnciderait à 20 ans, finalement, de décalage entre 1827 et 1847. En tout cas, ce qu'il faut dire, Édouard, c'est qu'Auguste Clésinger était un grand sculpteur au XIXe siècle. On lui doit évidemment la femme piquée par un serpent, mais aussi d'autres œuvres majeures. Je pense notamment à cet hommage à Chopin. Oui, absolument. C'est lui qui a été en charge de produire, finalement, et d'exécuter la tombe qui est au Père-Lachaise. Et il l'a fait d'une manière absolument remarquable, puisqu'il a décidé de mettre sur la tombe du compositeur une des muses, et en particulier celle de la musique, Euterpe, qui tient en ses mains une lyre dont une des cordes est brisée. Donc, bel hommage finalement au compositeur romantique. Alors nous allons rendre hommage à présent au musée du Quai Branly qui nous accueille ce soir à l'occasion de la 4e nuit des musées. Nous sommes ici au département d'Océanie avec ces magnifiques sculptures qui vous ont ému, Édouard, notamment ces tambours à fente. À quoi servaient-ils ? Alors effectivement, quand on a la chance finalement de pouvoir déambuler dans ce magnifique musée qui est celui du Quai Branly, et qu'on n'est comme moi finalement pas un très grand connaisseur de la partie, on est avant tout attiré par un ensemble gigantesque d'œuvres qui vous attire littéralement et vous fait penser à une espèce de jungle verticale. Et effectivement, compte tenu de la dimension des œuvres, on est en droit de se poser certaines questions. Et la question qui m'est venue tout de suite, c'est quels sont et à quoi pouvaient servir ces différents objets. Parce qu'il y a effectivement, là où nous nous trouvons, deux sortes d'objets, comme vous le disiez très justement, des tambours à fente. Et ces tambours à fente avaient une fonction très précise. Ce sont des objets qui permettaient en fait de communiquer de village à village, ou de rythmer certaines pratiques cérémonielles. Parce que ce qui est là, ce que nous voyons là, en fait, se trouvait à l'extérieur ou à l'entrée des villages, dans un endroit qui était strictement réservé aux hommes et était érigé lors de certaines cérémonies. Parce que nous sommes ici effectivement en Océanie, en Mélanésie et dans un groupe d'archipels qui s'appelle les Vanuatu et qui avait certains rites qui faisaient appel donc à ces grands tambours à fente. Alors est-ce qu'on sait comment on les utilisait, ces tambours à fente? Est-ce que on tapait avec les mains, avec un objet? On utilisait principalement en fait un bâton de bois tendre et on pratiquait comme ça donc un tambourinage, et plus précisément sur le côté droit du tambour, qui avait en plus une valeur symbolique puisque ça représentait le côté masculin, et ça permettait donc ainsi de communiquer, de rythmer, de faire en sorte que le commanditaire, qui était donc la personne qui avait demandé à l'artiste de créer à l'abri du regard d'ailleurs ces tambours, de se représenter d'une manière symbolique, mais qui lui permettait aussi de montrer à quel point il était important dans cette société, puisque c'était une société de grade. Donc plus l'objet était haut ou sculpté en ronde bosse comme celui qui est ici présent, plus le personnage était effectivement important. Est-ce que le côté gauche était féminin, rassurez-moi? Il était, je pense, féminin, je vous rassure absolument, mais moins utilisé, puisque comme je vous le disais, la place de danse était exclusivement réservée aux hommes.
la femme évidemment avait sa place, mais pour l'instant, ce qui nous concerne, ce sont des œuvres... Vous avez peur de m'énerver? Je pense, oui, absolument. Alors parlez-moi des sculptures de grade qui sont juste à côté. Quelle est leur signification? Eh bien, les sculptures de grade avaient finalement un symbole équivalent, si ce n'est qu'ils n'avaient pas d'utilisation précise comme pouvaient avoir ces tambours, puisqu'on, comme je vous le disais, on le communiquait. Et donc, ces sculptures de grade faites à base de fougères arborescentes, hein, ce n'était pas de l'arbre à pain, mais cette fois-ci des fougères arborescentes, étaient le plus souvent recouverts de couleurs. Et plus il y avait de couleurs, évidemment, plus l'objet avait de valeur, plus la personne qui l'avait donc commandé était important. Et lors de ces cérémonies, on élevait, finalement, c'était lors de l'érection de ces sculptures, il n'était pas rare d'y mettre également ce qu'on appelle des perches, des grandes perches, comme il y a ici un exemple derrière nous, dans le cadre d'un cérémoniel durant lequel on n'hésitait pas à sacrifier, puisque c'était une des valeurs les plus représentatives, des centaines de porcs qui étaient dans ces îles, finalement, la marque la plus importante de richesse. Oui, c'était un symbole très fort. Très fort, hein, et comme vous le saviez, on n'hésitait pas même à arracher les dents du bas de l'animal pour faire en sorte que se développe celle du haut dans une forme de très complexe spirale, et plus l'animal avait de dents enroulées, plus la valeur était importante. Édouard, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien les arts premiers, je sais qu'on ne dit plus les arts premiers, mais je le dis quand même, parce qu'on est quand même dans ce type de collection, je trouve que vous en sortez très bien. C'est très gentil, je me posais la question, justement. Non, vous en sortez très bien. Merci pour vos connaissances. Merci beaucoup, Laurent. Au revoir, Édouard. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale intitulée « Une nuit au musée ». Vous savez qu'en France et dans de nombreux pays européens, les musées étaient ouverts ce soir, tard dans la nuit. Manifestation conviviale et gratuite. J'espère que vous avez été nombreux à en profiter. Si ce n'est pas le cas, j'espère que vous avez apprécié cette promenade nocturne ici au musée du Quai Branly. Elle nous aura permis, grâce à de nombreux documentaires, de redécouvrir quelques-uns des plus beaux chefs-d'œuvre exposés dans les musées de la capitale. Notre prochain rendez-vous, notez-le, ce sera le 29 mai au Centre Georges Pompidou avec un nouveau numéro de votre magazine Un soir au musée. Très belle nuit à vous tous. À très vite.